Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT de Culture RH. On commence tout de suite avec les 5 news. Je vous propose de débuter notre section actualité par un sujet autour de l'indemnisation des arrêts maladie. Le 29 mai dernier, la Cour des comptes a proposé d'augmenter le délai de carence pour les arrêts maladie de 3 à 7 jours. Actuellement, ce délai non indemnisé est de 3 jours, ce qui signifie que les salariés ne reçoivent aucune compensation pendant cette période initiale de leur arrêt. L'idée de prolonger ce délai afin de dissuader les arrêts courts, souvent perçus comme abusifs, et ainsi de réduire les dépenses. La Cour des comptes estime d'ailleurs que cette mesure pourrait permettre des économies allant de 500 millions à 1 milliard d'euros par an. Mais une proposition qui a suscité de vives réactions, notamment chez les petites et moyennes entreprises, les PME, qui pourraient trouver cette charge très difficile à supporter. Affaire à suivre donc. Un sujet QVCT maintenant. Savez-vous quelles sont les tendances 2024-2025 pour favoriser le bien-être au travail? L'entreprise Interface nous en a récemment donné quelques-unes. Pour commencer, l'équilibre entre espace collaboratif et zone de concentration est essentiel. Créer des espaces calmes et privés permet aux collaborateurs de se concentrer. Les pods de réunion, bureaux réservables et zones sans conversation gagnent en popularité. Deuxième idée, l'idée du mode avion au travail. Ça devient tendance. Elle permet des périodes de concentration sans interruption. Ces zones silencieuses favorisent le deep work et améliorent la productivité. Les bureaux évoluent également vers des styles hôtelification. Cette fusion du confort domestique et de l'élégance hôtelière vise à créer des environnements chaleureux qui boostent la motivation, l'inspiration et le bien-être des employés. Des tendances qui pourraient bien vous inspirer, non? Une actu liée à l'organisation du travail maintenant. Selon la 8e édition du baromètre annuel du portail du temps partagé, il semble que le travail à temps partagé cartonne. Il est aujourd'hui plébiscité par les seniors et les femmes et 96% ne veulent plus du tout changer de façon de travailler. Du côté des entreprises, on ne voit aussi que des avantages. Une flexibilité, une expertise plus pointue sur certaines compétences, une meilleure maîtrise des coûts, une délégation du pilotage de certains projets, une implication dans la durée. Le travail à temps partagé, vraiment, il semble que l'essayer, c'est l'adopter. Parlons d'onboarding. Un salarié sur 2 aurait déjà vécu une mauvaise expérience d'intégration à son arrivée dans une entreprise. Le baromètre annuel de l'onboarding Workelo Ipsos s'est alors penché sur les attentes des recrues. Questionnés sur ce qu'ils désirent faire en priorité lors de leur première journée pour un onboarding réussi, les salariés citent dans l'ordre rencontrer leurs collègues, visiter les locaux et discuter avec leurs responsables pour en savoir plus sur l'entreprise et les missions. Et 64% des jeunes aimeraient bien bénéficier d'un accompagnement digital en complément du présentiel pour une meilleure intégration. Alors, il n'y a plus qu'à? Enfin, nous allons nous pencher sur la mystérieuse génération Z, la Gen Z comme on l'appelle. Une enquête Ipsos réalisée avec l'école d'ingénieurs CESI confirme de premiers lieux communs. La Gen Z et les dirigeants d'entreprise se comprennent assez peu. Une forme de désarroi des dirigeants s'installe, selon le directeur général d'Ipsos. Aujourd'hui, 7 dirigeants sur 10 estiment qu'ils ont du mal à saisir les aspirations professionnelles des jeunes de moins de 30 ans, qui sont vus comme moins investis. Si la Gen Z est très partagée sur la capacité des entreprises à comprendre ce que les jeunes attendent d'elles, les jeunes âgés de 18 à 28 ans témoignent au contraire d'une volonté de s'investir dans le monde du travail. Un chiffre éloquent est à garder en tête. 84% d'entre eux disent avoir vraiment le goût du travail. On continue avec le chiffre du mois. « 89. C'est le pourcentage de salariés qui font autre chose quand ils sont en réunion. Selon une étude d'Eskeo, 73,8% des salariés estiment que le nombre de réunions a augmenté depuis le Covid. Et ce n'est pas une bonne chose a priori, puisque le temps passé en réunion est majoritairement perçu comme inefficace. Seuls 8,9% trouvent les réunions très efficaces, tandis que 57% les trouvent pas du tout productives. La réunionnite empêcherait les salariés de se concentrer sur leurs tâches essentielles, retardant l'avancement des projets, augmentant le stress lié à l'accumulation des tâches non réalisées. On poursuit ce JT avec l'info introuvable sur Culture RH. L'information que vous ne trouverez pas sur Culture RH, c'est une info sur le recrutement.
L'IFOP, en partenariat avec freelance.com, vient de présenter son étude annuelle sur les préoccupations des cadres en 2024 et sur les tendances qui redéfinissent le travail de demain. On y apprend que si 42% des cadres envisagent de quitter leur entreprise, 33% seraient intéressés par le fait de le faire indépendamment à l'avenir. Il semble également que les structures de petite taille sont particulièrement plébiscitées. 56% seraient intéressés pour travailler dans une TPE. Et parmi eux, 72% préféreraient travailler dans une entreprise de moins de 250 salariés. Pour finir, intéressons-nous à la question RH qui fâche. La thématique du mois de la question RH qui fâche tourne autour du ghosting en recrutement. Les recruteurs passent-ils leur temps à se faire ghoster ? Sont-ils devenus trop habitués à être ignorés par les candidats ? En effet, 50% des candidats déclarent avoir ghosté au moins une fois un recruteur sur l'année 2023, selon une étude Indeed. Pour y répondre, nous accueillons Oriane Santasouk de l'école de recrutement, ELEDR. Bonjour Oriane. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les principales raisons qui poussent les candidats à pratiquer le ghosting lors du processus de recrutement ? Oui, bonjour Adeline. Effectivement, le ghosting, ce qu'on appelle le ghosting déjà, donc c'est le fait qu'un candidat disparaisse soudainement et sans explication en cours de process de recrutement. Je pense qu'il faut d'abord regarder de plus près pour identifier en fait à quelle étape les candidats disparaissent. Et si on prend un process de recrutement un peu standard depuis le début, on peut imaginer deux grandes situations. La première situation, c'est quand la personne qui recrute envoie un message d'approche à quelqu'un qu'elle a identifié sur LinkedIn par exemple, ou sur une CV Tech. Donc le recruteur envoie un message d'approche, la personne ne répond pas. Donc là, la personne qui recrute se fait ghoster. À cette étape-là, pourquoi la personne ne répond pas ? En fait, il y a plein de possibilités. Peut-être simplement qu'elle n'a pas vu le message, qu'elle n'a pas eu le temps de répondre, peut-être qu'elle a voulu y répondre mais ce n'était pas le bon moment et du coup elle a oublié. Peut-être que la personne n'était pas intéressée, peut-être que le message était mal écrit et ne donnait pas envie de répondre. En fait, on ne peut pas déduire grand-chose d'une non-réponse. Mais il y a un point sur lequel les recruteurs ont le contrôle et qui est souvent négligé, c'est celui d'écrire un message de qualité. Puisque sur les messages d'approche, il y a quand même beaucoup de messages qui ressemblent à quelque chose comme bonjour, on a une super opportunité professionnelle à vous proposer. Pour en savoir plus, envoyez votre CV. Et forcément, avec un tel message, les candidats ne voient pas l'intérêt de répondre. Donc, ils répondent pas. Ce genre de message, ça donne l'impression que le recruteur a fait un effort minimum, qu'il a copié-collé un message, qu'il a même pas vraiment lu le profil ou le CV de la personne. Il n'y a pas de personnalisation, donc ça donne l'impression que c'est un message copié-collé, voire automatisé. La deuxième situation, ça serait celle d'une personne qui recrute et qui a des candidats qui sont déjà engagés dans un process de recrutement. Par exemple, on a un candidat qui a un rendez-vous pour un entretien et la personne ne vient pas. Voire même, on a un candidat qui a passé un entretien, peut-être même plusieurs, on lui propose d'avancer à l'étape suivante dans le process et d'un coup, la personne disparaît et elle arrête de répondre. Et ça peut même être, on a validé un candidat, on lui fait notre proposition d'embauche et il répond plus. Et il y a aussi ce cas, ça m'est arrivé à titre personnel d'ailleurs, d'un candidat qui a été validé, qui a signé son contrat, qui doit venir à son premier jour de travail et qui ne vient pas, qui disparaît dans la nature, on n'en entend plus jamais parler. Et ce qui est différent de la première situation, c'est qu'à ce stade, le recruteur et le candidat, ils se connaissent déjà. Ils ont déjà engagé, ils ont déjà eu l'occasion, normalement, de construire une relation. Donc quand on se fait ghoster en tant que recruteur dans ces situations-là, ça met quand même une alerte sur l'expérience candidat qu'on propose. Parce qu'aujourd'hui, les candidats choisissent les entreprises au moins autant que les entreprises choisissent les candidats. Et les études montrent que les candidats
estiment que, le process de recrutement est représentatif de la manière dont l'entreprise traitera ses salariés. Donc les candidats se disent que s'ils sont bien traités en tant que candidats, ils seront bien traités en tant que salariés dans l'entreprise et inversement. Donc pour en revenir à la question du ghosting, des personnes qui laissent tomber le process en cours de route, ça peut être, parce qu'elles ont une mauvaise expérience candidat en entretien. Elles se sentent, jugées plutôt qu'évaluées sur leurs compétences. Elles ont pu avoir l'impression qu'on les mettait exprès en difficulté pour voir comment elles réagissaient. Ou peut-être qu'on leur a dit: «Bah, vous aurez une réponse dans 8 jours» et finalement on revient vers elles 3 semaines plus tard. Ou simplement elles n'ont pas eu les informations qu'elles voulaient pendant le process, ou plus simplement en fait, on ne leur a pas donné, assez, l'envie de continuer et d'avancer dans le process en tant que recruteur. Très bien. Dites-moi, quelles stratégies ou pratiques les recruteurs peuvent-ils mettre en place pour minimiser le phénomène du ghosting? J'en reviens aux 2 situations de ghosting dont je parlais tout à l'heure. La première sur le message d'approche et la seconde quand on est déjà dans un process de recrutement. Pour éviter de se faire ghoster quand on envoie un message d'approche, je pense que là, la meilleure pratique, ça serait d'écrire des messages qui soient, attractifs pour les candidats, qui soient clairs, qui soient envoyés au bon moment, et qui soient suivis. Concrètement, qu'est-ce que ça serait un message, attrayant? Ça serait un message qui est personnalisé, où on explique à la personne pourquoi on la contacte, elle en particulier. On lui montre qu'on a lu son profil, on lui montre qu'on a lu son CV et que, on ne se contente pas de, copier-coller, le même message qu'on a déjà envoyé, à 50 autres personnes. On lui donne de vraies informations. On lui dit concrètement en quoi va consister le poste, quelle est la rémunération proposée. Bref, on répond aux questions que les personnes, se posent et on lui donne les informations dont elle a besoin pour décider si oui ou non elle a envie d'être candidate pour, ce poste-là. Autre point, c'est, d'utiliser un langage conversationnel et donc d'écrire le message, sur le ton qu'on utiliserait pour, s'adresser à quelqu'un dans la vraie vie. Puisque je le mentionnais en début d'interview, beaucoup de messages, d'approche sont écrits en langue de bois, en fait, avec des formules qui sont toutes faites, qui sont très creuses. Quand on dit, «J'ai une super opportunité professionnelle à vous proposer», personne ne dirait ça dans la vraie vie et donc d'utiliser du langage de la vraie vie pour, s'adresser aux personnes, c'est plutôt, bah, de ça donne un ton humain au message et du coup, ça donne envie d'y répondre. Et dernier point, quand on a envoyé un message d'approche, qui montre qu'on s'est réellement intéressé à la personne, si on n'a pas de réponse, pour une raison tout à fait légitime parce que la personne, a oublié, n'a pas vu le message, était en vacances, on n'en reste pas là. On envoie un petit message de relance. Ça montre qu'on est réellement intéressé par la personne et ça augmente les chances d'avoir, une réponse, de la personne. Et enfin, du coup, sur l'aspect, comment éviter de se faire ghoster quand on est, dans un process de recrutement, je pense que la clé, c'est vraiment d'être transparent avec les candidats dès le début, de leur, expliquer en quoi va consister le process, mais aussi d'être très transparent sur le poste. Je pense que respecter les candidats, c'est aussi leur dire la vérité sur le poste, sur les difficultés qui peuvent, les attendre. Quand il y a un contexte difficile, je pense qu'il faut le dire. Parce que si la personne le découvre en cours de route, elle aura l'impression qu'on a essayé d'enjoliver la réalité, voire de lui mentir et ça brise la confiance. Enfin, Oriane, en toute franchise, est-ce que ce ghosting des candidats ne serait pas un peu le revers de la médaille vis-à-vis de celui qui a souvent été pratiqué par les entreprises et qui l'est encore un petit peu aujourd'hui, hein? Mmh. Sur cette question de on est ghosté ou plutôt sur la question de, on devient ghoster après avoir été ghosté. C'est un peu la question de la poule et de l'œuf, mais, ce que je voulais dire à ce sujet, c'était, qu'en fait, en recrutement et dans le ghosting particulièrement, on peut appliquer le principe de réciprocité. Hem et on voit que, les candidats ont tendance à ghoster les recruteurs, en se disant parfois: «Oui, mais les recruteurs aussi, du jour au lendemain, ils peuvent disparaître et arrêter de nous répondre».
Et les recruteurs, du coup, se disent: «Oui, mais les candidats, eux aussi, arrêtent de nous répondre du jour au lendemain. Donc finalement, c'est peut-être pas si grave si bah, on met plus de temps à répondre, ou que, finalement on oublie et nous non plus, on ne répond plus du jour au lendemain». Nous, à l'école du recrutement, on a une de nos phrases très fortes et un de nos partis pris, c'est de dire que candidat, c'est pas un métier, alors que recruteur, c'est un métier. Les candidats, ils sont, qu'ils soient déjà en poste ou qu'ils soient en recherche active, ils ont déjà une vie professionnelle. Ils ont déjà des engagements, ils ont déjà des choses à faire. Alors que nous, en tant que recruteurs, c'est de notre, responsabilité, c'est de notre ressort, de garantir une expérience candidat qui soit juste, qui soit respectueuse, qui soit bienveillante, et donc en tant que recruteur, on ne peut pas se cacher derrière le ghosting des candidats, pour expliquer, notre propre tendance, à ghoster et à ne pas répondre. Merci encore Oriane pour cet éclairage sur le ghosting en recrutement, un phénomène pas si simple à gérer. Et c'est la fin de ce JT de Culture RH, ne soyez pas tristes. Merci de nous avoir suivis et restez connectés pour toujours plus d'actualités. On se retrouve le mois prochain.